Bonjour à tous, bienvenue dans Écoverte sur Géopolis Télévision, la République démocratique du Congo qui abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical de la planète avec plus de 150 millions d'hectares de forêt, joue un rôle stratégique, comme vous le savez, dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et le développement d'une économie verte. C'est dans cette perspective que le gouvernement a adopté la politique forestière nationale 2025-2035. C'est ambitieux, un document appelé à orienter la gestion durable de ressources forestières en République démocratique du Congo et à servir de socle du futur politique, en tout cas, code forestier ainsi que la future loi sur le climat. En tout cas, mais cette politique répond-elle réellement aux défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, notamment les défis juridiques, institutionnels nécessaires pour garantir une gouvernance forestière efficace, crédible et durable? C'est une question fondamentale et ces interrogations sont aujourd'hui au cœur d'un débat relancé par un mémorandum scientifique adressé au président de l'Assemblée nationale par un expert, un scientifique, pas le moindre. Il s'agit de Augustin Ngay-Okwe. Il est 2 fois docteur, professeur d'université, expert en gouvernance forestière, politique publique, environnementale et économie de ressources, en tout cas dans notre pays, ainsi que doyen de la faculté des sciences agronomiques à l'université de Kalemi. Là, nous sommes dans la province de Tanganyika. Dans cette analyse, il relève plusieurs insuffisances de la politique forestière nationale et appelle son renforcement avant qu'elle ne serve de fondement plutôt aux futures réformes législatives dans la République démocratique du Congo. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette politique et les critiques formulées sont-elles de nature à améliorer la gouvernance du secteur forestier dans le pays, et quels sont les enjeux pour les communautés locales, les investisseurs, en tout cas la protection de l'environnement et les engagements climatiques de la République démocratique du Congo, comme vous le savez, qui se déclare comme étant pays solution dans ces secteurs. Et pour en parler justement, le professeur est avec nous sur ce plateau. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Professeur, je commence d'emblée avec vous. Est-ce que je vous ai bien présenté? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ce qu'on peut retenir est que le professeur Augustin, c'est un prof des universités. Il est 2 fois docteur en agroéconomie et puis docteur en environnement, tout ce qui a comme biodiversité. L'université Marien-Ngouabi. Oh, merci. Donc, nous sommes au Congo, au Brazzaville. Alors, vous travaillez ici en RDC, dans d'autres universités également. Et aujourd'hui, d'emblée, quand vous parlez de la politique forestière de la RDC, qu'est-ce que vous reprochez in globo à cette politique nationale forestière et dans le secteur forestier? Merci beaucoup. En fait, avant de reprocher, ce que je vais faire d'abord, c'est de féliciter les autorités par rapport à la volonté qu'ils ont eue de prendre en main la gestion des ressources forestières. Vous savez vous-même que depuis que la RDC est indépendante, il n'y a jamais eu même avant l'indépendance, il n'y a jamais eu de politique forestière. Ça, c'est d'abord à féliciter. C'est une très bonne initiative. Mais cependant, les documents qu'ils détiennent, lorsque vous les lisez, vous sentez vous-même que c'est un document qui très mal posé. Et lorsque le diagnostic est très mal posé, ça signifie tout simplement on n'a pas identifié les problèmes fondamentaux, les causes de ces problèmes, les conséquences, et puis proposer des solutions adéquates, pas aux conséquences, mais aux causes. Donc le véritable problème, c'est un problème de diagnostic. Et lorsqu'une maladie n'est pas bien diagnostiquée, ça signifie que les traitements que vous donnerez ne seront pas appropriés. Donc nous sommes dans un pays qui se dit solution dans le secteur de l'environnement. Et quand vous parlez, on parle de la politique forestière. Pour ce que nous suivons, apparemment, c'est un peu ça. Une politique forestière pour un scientifique que vous êtes, avant de commencer à développer les idées. Merci beaucoup pour utiliser les termes trop simples. Un document de politique forestière, c'est tout simplement un document qui définit la vision du pays par rapport au secteur forêt, et qui définit les missions. Les missions, je peux prendre aussi les différentes orientations générales par rapport au secteur forêt. C'est ça en fait. Ou encore, je peux dire autrement, la politique forestière, c'est un document qui permet de transformer les ressources que nous avons forestières en richesse.
Oui, c'est ça en fait, lorsqu'on parle de documents de politique. Son importance, la RDC possède, je le disais à l'introduction, le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde après l'Amazonie. En quoi cette politique, ce patrimoine plutôt constitué, est-il un enjeu stratégique pour le pays et pour la planète tout entière? Bon, ce qui est très grave, c'est bien que nous puissions parler de tous ces qualificatifs qui montrent la grandeur de la RDC. Nous avons plus ou moins 155 millions d'hectares de forêts et toutes ces potentialités que nous avons en termes de biodiversité, en termes de capacité de séquestrer les CO2. Donc bref, il y a une grande potentialité. Mais le vrai problème de ces forêts, malgré toutes ces potentialités, la contribution par rapport au PIB est inférieure à 0,05%. Donc bref, le secteur forêt ne contribue presque pas grand-chose. Imaginez-vous tout ce que nous avons comme ressources en termes de lignées, en termes de produits forestiers non lignés, en termes de services écosystémiques. Tout ça, ça ne représente pas grand-chose sur le plan économique. Sur le plan social, nous savons nous tous qu'aujourd'hui, la majorité de la communauté, même celles qui vivent à côté de la forêt, sont presque tous sous le seuil de pauvreté. Là, c'est sur le plan social. Et sur le plan écologique, aujourd'hui, le taux de déforestation est de plus ou moins 1 million d'hectares de forêts que nous perdons chaque année. Donc, il en est 1 million d'hectares que nous perdons. Et ça, c'est un problème écologique sérieux parce que donc ça veut dire que le taux de déforestation est le plus élevé. Je dis bien les taux. Si le taux de déforestation est élevé par rapport à d'autres pays voisins du bassin du Congo, ça pose problème, parce que la déforestation est élevée, donc la capacité de séquestration de CO2 aussi diminue. Donc la RDC cesse de plus en plus, je ne dis pas qu'elle a arrêté, non, mais cesse de plus en plus à devenir pays solution réellement pour la planète. Et ce que nous devons faire, bon, ça on va en parler, mais c'est ça en fait le véritable problème que nous avons comme défi ici en RDC. Bon, parce que dans cette déforestation, il y a beaucoup de mots. Par exemple, on parle de l'agriculture sur Bruril, on parle de l'exploitation minière, tout cela, mais le pays s'est doté d'un fonds national, d'un fonds forestier national. Les fonds forestiers nationaux a comme devoir de pouvoir reboiser, contrôler comment pour la renaissance forestière du pays, passez-moi l'expression. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que ce qui s'est fait aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce qu'il y a comme réalité sur le terrain? Non, moi je pense non, parce qu'on nous a parlé des projets 1 milliard d'arbres. Vous-même, vous savez ce que ces projets a donné. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelque part où vous pouvez nous montrer réellement ces arbres-là, là où ça existe. Parce que si vous regardez dans les pays voisins, je ne préfère pas citer les noms pour faire leur publicité. Lorsque vous parlez des plantations d'arbres, même à vitesse énergétique, vous allez vous rendre compte que réellement il y a des arbres. Mais chez nous, il n'y a pas de plantation d'arbres. Je n'ai pas encore vu. Même s'il y en a, il ne suffit pas seulement d'aller planter un arbre, vous appelez les chaînes de télévision et tout. Vous dites que vous avez réalisé les projets des chefs de l'État. Donc ce projet-là, je ne pense pas qu'il a réussi. Et puis parce que vous me parlez des fonds forestiers. Le vrai problème du Congo, c'est celui-là. Il ne suffit pas seulement que les institutions existent. Il faut que ces institutions-là puissent produire des résultats positifs. Parce qu'au moment où je vous parle, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces fonds forestiers? C'est ça la question qu'il faut se poser. Des visibles, bien sûr. Je ne m'aimerais pas entrer là-dedans parce que je n'ai pas fait le diagnostic institutionnel de cette institution. Mais d'emblée, je peux vous dire que la RDC a des sérieux problèmes aujourd'hui en termes de plantation. Il n'y en a presque pas. Voilà pourquoi même les charbons de bois, les bois énergie proviennent de la forêt naturelle. Ça ne provient pas des plantations. Voilà. Alors c'est dans ce cadre-là que le pays, je le disais au sommaire, c'est même le thème de cette émission, le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale, toutes les institutions du pays se sont mis ensemble pour adopter ce qu'on va appeler désormais la politique forestière nationale qui s'étale sur 10 ans, donc 2025 en 2035. Concrètement, en tant que scientifique, qu'est-ce que l'opinion publique pourrait retenir de cette politique nationale que vous souhaitez être améliorée aujourd'hui? D'abord, parlons des faits. Qu'est-ce que ça contient? Ok, merci beaucoup. En fait, j'ai les privilèges ou bien l'avantage, ça je dois le dire, d'être parmi les pionniers, des gens qui ont commencé à mettre en œuvre cette politique. Dans la pratique, je dis bien dans la pratique, pas dans la conception des projets et tout, mais dans la pratique, les gens qui ont commencé, j'ai été là dès le départ.
Donc c'est un document que je connais très bien, parfaitement bien ce qu'il y a là-dedans. En fait, dans cette politique, on parle de la vision du pays. Là, c'est pas mal, c'est bien. On parle de la vision, on parle des diagnostics de certaines forêts. C'est là où je vous ai dit, dans les diagnostics, on n'a pas énoncé les vrais problèmes. Mais je pense que là-dedans, on a parlé plus des problèmes de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance. Et comme on a parlé des problèmes de mauvaise gouvernance, ça signifie les solutions qu'on veut trouver, c'est la solution pour lutter contre la mauvaise gouvernance. Vous voyez? Ils se sont déviés par rapport au problème. Après la définition du problème, tel qu'ils ont parlé, je pense, de la gouvernance, il y a la définition des axes stratégiques. Les axes stratégiques, c'est-à-dire les piliers sur lesquels vous pouvez agir pour améliorer la situation. Comme pourrait dans les documents, les problèmes, c'est lié à la mauvaise gouvernance. Ça signifie que les axes qu'ils vont proposer, ce sont des axes qui visent à améliorer la gouvernance. Voilà pourquoi les premiers axes, par exemple, on parle des cadres juridiques, on parle des cadres institutionnels. Et si vous regardez, il y a 7 axes, je pense, 7 ou 7. Si vous regardez ces axes, 3 déjà parlent de la même chose. Parce que la gouvernance intègre les cadres institutionnels, intègre les cadres juridiques et tout. Donc ça parle presque de la même chose. En réalité, ces documents n'ont que 3 principaux axes. Et puis, la politique, là, s'arrête là. En principe, il devait avoir la stratégie de mise en œuvre. Ça ne se trouve pas dans ces documents-là. Il n'y a pas de mise en œuvre. Comment on va mettre ça en pratique? Il n'y en a pas. La stratégie de financement, c'est-à-dire qu'est-ce que cette politique-là va nous coûter? D'où viendra l'argent pour financer cette politique? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cas de suivi et évaluation. Donc, il n'y a pas d'indicateur là-dedans. Comment on saura que cette politique a réussi ou n'a pas réussi? Donc voilà pourquoi je peux me dire que je ne sais pas ce que le gouvernement a utilisé comme indicateur pour adopter les documents, parce que je ne suis pas dans leur intelligence, mais c'est que moi, je peux dire aux autorités, que je respecte beaucoup, je peux dire, faites attention avec ces documents, parce que ça vous ferait humilier à l'international. En réalité, c'est un document inachevé et mal conçu. C'est ça, en fait. Et c'est justement pour faire attendre votre voix que vous adressez un mémorandum que vous qualifiez de scientifique au président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre cette démarche et quel est l'objectif poursuivi à travers ces documents? Parce qu'étant Congolais, je me suis dit, je ne peux pas laisser, Congolais et puis académique, scientifique et tout, je me suis dit, je ne peux pas laisser un document qui peut poser problème aux générations futures passer de cette manière. Parce que vous devez retenir qu'en RDC, on avait validé les codes forestiers en 2002. Mais si aujourd'hui vous faites l'évaluation, vous allez vous rendre compte que les codes là créé plus de problèmes que des solutions. Alors qu'il y avait un code. Vous comprenez? Donc il ne suffit pas seulement d'adopter un document. Il y a combien de documents qu'on adopte en RDC? Et quel est le résultat après? Voilà pourquoi je l'ai dit. Les problèmes lorsqu'on adopte des documents, c'est tout simplement parce que certains documents sont mal conçus. Vous comprenez? Certains documents sont mal conçus. Et lorsque le document est mal conçu, ça va poser problème pour la suite. Et j'ai pris l'initiative de contacter d'abord les services techniques. J'ai écrit plusieurs fois à ces services techniques pour leur dire, faites attention, la direction que vous êtes en train de prendre, elle est mauvaise. Je ne sais pas, ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai écrit à son excellence, la ministre elle-même. Je lui ai envoyé même des mémos. Je ne sais pas, ils se sont entêtés par rapport à cette orientation. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, cette fois-ci, comme ils disent qu'ils ont adopté, je leur dis quand même, faites attention, parce que ce que vous venez d'adopter, ça va créer problème au code forestier. Parce que le code forestier n'est rien d'autre que la traduction juridique de la politique forestière que vous venez d'adopter. Ils disent, bon, non, on continue comme ça. Je dis, bon, ok, moi j'ai fait mon travail en tant que scientifique, je parle. S'ils ne prennent pas ça en considération parce qu'ils sont des décideurs, ils se feront humilier et puis dans 5 ans ou 3 ans ici, ils se rendront compte qu'ils auront des difficultés pour l'appliquer. Mais aujourd'hui, dans notre pays, ce ministère de l'Environnement est dirigé par une scientifique comme vous, un professeur d'université, et Marie Nyangendambo, qui doit certainement avoir travaillé sur base d'une méthodologie plus ou moins cohérente. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que ça n'a pas marché? Non, ce qui est vrai, c'est quoi? Parce que c'est elle qui est censée diriger la politique nationale. Ce qui est vrai, vous allez vous rendre compte que ma démarche tourne autour des documents, mais non autour de la personne. Effectivement, Madame Marie Nyang, j'ai beaucoup de respect par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience. Effectivement, c'est une grande dame. Elle a une thèse de doctorat dans la gouvernance forestière même. Voilà les problèmes. Mais moi, je pense que ces problèmes ne viennent pas à son niveau. Ce n'est pas vraiment un problème politique. Mais c'est elle qui valide le document en dernier ressort. Mais c'est un problème technique. Donc, il y a un décalage entre la politique et la technique. Parce que c'est un document qui a des problèmes techniques. Mais en tant que scientifique, c'est elle qui valide le document en dernier ressort. Bon, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Je ne suis pas dans les secrets du cabinet.
de voir comment voilà, elle a lu. Qu'une parenthèse. Mais les problèmes techniques, oui. Parlons de vous, vous affirmez que votre analyse est avant tout scientifique, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, et quelle méthodologie avez-vous à votre niveau utilisé justement pour atteindre les résultats que vous prétendez à être plus ou moins mieux structurés que ceux proposés par les autres? En fait, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ces documents? J'ai fait d'abord son analyse des contenus, connaissant les différents points, parce qu'il faut identifier d'abord les différents points qu'a ces documents-là. Je me suis rendu compte que, comme je viens de vous dire, ces documents, c'est un document insuffisant. Donc, il s'arrête seulement après les diagnostics, il propose des axes stratégiques. Et des axes stratégiques, comme les diagnostics a été mal posés, et les axes stratégiques posent des problèmes, parce que les axes stratégiques sont orientés par rapport aux conséquences et non par rapport aux causes. Et ce que j'ai fait concrètement, c'est quoi? Lorsqu'on fait des politiques, on commence toujours par un diagnostic en faisant l'arbre à problème. À partir de l'arbre à problème, on peut aller dans l'arbre à solution. On fait des analyses de forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et à partir de là, vous pouvez facilement avoir les différentes orientations. C'est-à-dire les axes là ne sont pas dictés. Non. Ça ne vient pas de votre tête, non. Ça vient par rapport aux problèmes que vous avez identifiés. Et moi, j'ai identifié tous ces problèmes. J'ai trouvé que les solutions que moi, je propose, ce ne sont pas des solutions. D'abord, les résultats des diagnostics n'est pas les mêmes que ceux qu'ils ont trouvé par rapport au secteur forêt. Et si tout le monde lit les documents tels qu'ils se présentent, comme je viens de vous dire, je connais très bien ces documents-là. Comme je viens de vous le dire, si vous les lisez, vous allez vous rendre compte que tous les problèmes que j'ai relevés dans ma lettre, imaginez-vous, je suis scientifique, je ne peux pas mettre mon honneur en jeu. Tous les problèmes relevés, si vous lisez les documents, vous allez vous rendre compte que j'ai raison par rapport à ça. Mais vous parlez de faiblesse du document, vous saluiez tout à l'heure la volonté des autorités de pouvoir initier ces documents. Selon vous, quelles sont les principales insuffisances présentes aujourd'hui dans cette politique forestière, de manière un peu claire, pas trop savante? Oui, de manière un peu claire. La première insuffisance, d'ailleurs, sur le plan de la forme, je peux dire ces documents-là, à plus de 150 fautes d'orthographe. Un document institutionnel de ce niveau-là, d'un pays comme la RDC, avec autant d'universitaires, autant de docteurs en lettres, en littérature, en tout ce que vous avez comme grammaire, le document a tellement de fautes, ça relève de la négligence. Et j'ai fourni un effort d'identifier toutes les fautes. J'ai fait même un tableau par rapport aux fautes d'orthographe, de style et tout, et comment on peut corriger. Donc ça, c'est un problème de forme. Ça ne dérange pas. Je pense que s'ils écoutaient, ils pouvaient arranger et corriger. Les vrais problèmes, alors, c'est les problèmes fondamentaux de fond, comme je viens de vous dire, les problèmes de diagnostic. J'ai déjà expliqué, je ne peux pas revenir là-dessus. Il y a un problème de cohérence entre les différents éléments de la politique, parce que la politique suit une certaine théorie. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Même lorsqu'on fait une thèse de doctorat, un mémoire de master et tout, il y a certaines théories que vous devez suivre. Vous ne pouvez pas de vous-même commencer à fabriquer des choses. La politique suit une certaine théorie. Il y a même la théorie de la cohérence. Les différents éléments doivent être cohérents entre eux. Si les éléments ne sont pas cohérents, ça pose de sérieux problèmes. Et lorsque vous remarquez ce document n'a pas de cadre logique. En principe, une politique doit avoir des cadres logiques. Ça vous permettra d'éviter toutes les aberrations. Ce qui est grave encore, cette politique-là ne tourne autour de l'arbre. C'est-à-dire, pour eux, la façon dont ils ont abordé la question, c'est comme si la ressource forestière, c'est la ressource ligneuse. Or, la forêt aujourd'hui contient beaucoup d'autres richesses. Le fait de se concentrer seulement sur l'arbre, c'est un manque à gagner pour les pays. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les produits forestiers non lignés. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'autres produits. Il y a tout ce que vous connaissez comme crédit carbone, ainsi de suite. On a beaucoup de ressources. Ça aussi, on n'en a pas fait allusion. Et là, si vous lisez les documents, vous allez vous rendre compte, ils citent. Parce qu'ils vont vous dire, nous avons cité, ils citent, mais ils ne montrent pas des mécanismes qu'il faut faire pour y arriver. Je vous parle des projets Corridor Vert. Kivu-Kinshasa, qui prend 500 000 km² de forêt. Et puis, presque toute notre forêt est le long de ces corridors. Parce que c'est le fleuve Congo pratiquement. Mais à partir de Kisangani, Kepeka, Goma et tout ça. C'est le fleuve Congo. Et vous connaissez vous-même qu'est-ce qu'il y aura comme implication. Parce que lorsqu'on dit forêt, il y a l'eau là-dedans dans la forêt. Lorsqu'on dit forêt, il y a les sols là-dedans. Il y a l'air là-dedans. Notre politique, lorsque vous la regardez... Donc, elle est restrictive aujourd'hui. Oui, elle est restrictive. Elle est centrée tout autour de l'arbre. De l'arbre qui n'est qu'une partie de la problématique. Alors, aujourd'hui, vous estimez également que le document manque d'un plan de financement consolidé et d'un dispositif de suivi et évaluation. Quel risque cela présente-t-il finalement pour sa mise en œuvre? Oui, pour répondre à cette question, je vais vous donner, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, peut-être ne sont pas très scientifiques. Je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un qui vient avec un projet ici dans votre chaîne, vous pouvez être responsable.
Imaginons vous êtes responsable de la chaîne et vous dites, bon, voici les projets, on doit investir dans ça. C'est comme la politique aussi. Voici, autorité gouvernementale, nous voulons investir dans ça. Mais est-ce que vous allez investir sans pour autant connaître ce que ça va vous coûter? Cette politique n'a pas de coûts, il n'y a pas de budget là-dedans. On ne sait pas ça va coûter combien. On ne sait pas l'argent viendra d'où. Le financement viendra d'où. La stratégie même des financements ne se trouve pas là-dedans. Mais comment vous allez adopter quelque chose alors que peut-être que vous êtes là, vous ne savez même pas combien ça va vous coûter? Parce qu'on n'investit pas dans le secteur pour le plaisir d'investir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en RDC, on a plusieurs orientations. On a l'orientation, par exemple, de valoriser les exploitations forestières, c'est-à-dire produire des arbres, les transformer, ainsi de suite. On a une autre, on peut dire, on fait des concessions de conservation pour avoir les crédits carbone. Si vous posez la question, je me posais moi-même la question aujourd'hui, entre les deux options, quelle est l'option qu'il faut prendre? Ce n'est pas relevé dans la politique. Donc on ne sait pas si on va vers les concessions de conservation, si on va vers les concessions d'exploitation. Tout ça, ça devait être fait avec des indicateurs objectifs. Mais aujourd'hui, ces indicateurs-là de suivi ne sont pas là, les financements ne sont pas là. Donc, en fait, la politique peut nous amener au scandale financier demain. Vous voyez, ça peut avoir des sérieux problèmes. Donc, son application pose même des problèmes jusque-là. Pour un point qui peut-être vous ne m'avez pas posé la question, c'est sur les personnels. Quel personnel va mettre ces projets-là en pratique? Aujourd'hui, la majorité des agents du ministère de l'Environnement est composée des NI, de nouvelles unités. Vous voyez. Donc il faut qu'il y ait toute une stratégie même de la gestion des carrières. Parce qu'aujourd'hui on parle des thématiques climat, thématiques ceci, transition énergétique. Il y a beaucoup de thématiques aujourd'hui nouvelles. Est-ce que les agents du ministère de l'Environnement ont un programme de formation pour les amener vers ces nouvelles thématiques? Donc il y a un problème. Donc ça veut dire vous élaborez une politique pour la politique. Qui va mettre ça en œuvre? Il a quel profil? Ça pose problème. Oh, c'est un débat qui continue, mais aujourd'hui, la politique forestière nationale doit servir de fondement au futur code forestier, estimez-vous. Mais pourquoi cette articulation est-elle si importante à vos yeux? Oui, parce que lorsqu'on dit politique, on parle de la vision, on parle des orientations globales. Mais la mise en œuvre de cette politique-là doit être accompagnée par des textes juridiques. Ce sont des textes juridiques là qui vont définir. Donc, le code forestier n'est rien d'autre que la copie juridique de la politique ou opérationnelle de la politique. Mais malheureusement, l'approche utilisée aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. L'approche utilisée aujourd'hui est que la politique est organisée d'une part de son côté, le code forestier aussi est organisé de sa manière. Mais là, ce qui est très grave avec les Congolais, c'est quoi? Ils prennent l'ancien code forestier qui a échoué. Maintenant, ils commencent à changer quelques articles là-dedans sans pour autant tenir compte de cette politique. Donc, ça veut dire, lorsque vous faites un test de cohérence entre les deux documents, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il n'y a pas match. Donc, ça veut dire aussi concrètement, il y aura des ambiguïtés dans la mise en œuvre. Après, ils vont se rendre compte, on a élaboré un document, mais pour mettre en œuvre ce document, ça pose des sérieux problèmes. Et lorsqu'il y a des ambiguïtés entre des gens au niveau des codes forestiers, vous savez vous-même qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence. Je vous donne un exemple. Imagine, toi, la politique forestière aujourd'hui n'a pas les plans de mise en œuvre, n'a pas les plans de financement, n'a pas les plans de suivi et évaluation. Il n'y a même pas de plans de communication, si je peux ajouter. Parce qu'il y a une communication. Il n'y a même pas de plans de diplomatie environnementale qu'il faut faire. Maintenant, si tous ces partis ne sont pas là, au niveau des codes forestiers, comment on va encadrer cette mise en œuvre, ces financements? Avec quel texte? Ça viendra d'où? Donc ça sera des choses imaginaires. Oui. Donc pour comprendre ma préoccupation, il faut que les gens se mettent au niveau de la science en fait. Ils essaient un peu d'élever les niveaux. Dépassionner les débats. Oui, il faut dépassionner les débats. Que nous puissions nous mettre ensemble. Moi, je ne refuse pas un débat contradictoire entre les scientifiques. On dit, bon, est-ce que les pensées ici sont bonnes? Et puis je ne dis pas que ce que je dis est l'évangile. Non. Ça peut être amélioré, ça peut être corrigé. Mais néanmoins, je dis que ces documents ne vaut pas la peine. Et assez souvent, tout à l'heure, là, vous craignez que certaines lacunes de cette politique soient finalement reproduites dans les futurs codes forestiers. Quelles conséquences possibles en cas de cette éventualité? Si les incohérences là de la politique se retrouvent dans les codes, l'application posera des problèmes parce que les codes, c'est les documents d'application. Malheureusement, lorsque ça devient une loi, vous comprenez vous-même que ça entraîne l'ambiguïté pour plusieurs années. Et lorsqu'on va dire aux gens modifier la politique ou bien modifier les codes, comme vous savez bien que les Congolais sont souvent sceptiques à ce qu'on appelle modification, ça va créer encore des sérieux problèmes. Voilà pourquoi nous leur disons, au lieu de continuer de cette manière, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Et c'est un peu d'analyser les propositions.
Je ne dis pas intégrer ce que je vous dis, non. À analyser d'abord mes propositions. Si elles sont bonnes, vous mettez dans les documents, c'est un document pour toute la nation, pour 100 millions d'habitants. C'est pas un document de 2 ou 3 personnes. Oui. Donc, on poursuit cet entretien. Je rappelle qu'Augustin Ngey, c'est le professeur, plus 2 fois docteur, notamment le secteur de l'environnement, des biomasses, énergie. Avec lui, nous évaluons, en tout cas, nous faisons le décryptage de la politique forestière de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de questions. Il est l'auteur d'un mémorandum scientifique adressé au président de l'Assemblée nationale à qui il recommande justement des améliorations dans ce document. Et il appelle à l'échange, un débat national et surtout scientifique autour de cette thématique pour permettre effectivement à la RDC un document beaucoup mieux structuré que celui qu'il a aujourd'hui dans ces secteurs-là. Dans votre mémorandum, justement, vous insistez sur la nécessité de renforcer la gouvernance institutionnelle. Et quelle réforme jugez-vous prioritaire aujourd'hui pour effectivement atteindre cet objectif? La réforme que je pense aujourd'hui, ça concerne, puis ça se rapporte plus au personnel forestier, lorsque je dis personnel, aux agents de ces ministères forestiers. Parce qu'aujourd'hui, la configuration de cette, comment je peux dire, de cette entité actuellement ne permettent même pas la mise en œuvre de cette politique. D'abord, sur le plan des compétences, je ne dis pas qu'ils sont incompétents, non, ils ont des diplômes, ils ont étudié, ils ont de l'expérience, mais vous savez, vous-même en matière de connaissances, il faut toujours des mises à jour et tout. Moi, je pense qu'il faut un renforcement des capacités par rapport aux nouvelles thématiques. De 2, leur traitement. Parce que si aujourd'hui vous considérez la forêt comme stratégique, comme une ressource stratégique, un secteur stratégique, ça veut dire que les personnels qui travaillent au ministère de l'Environnement aussi, c'est un personnel stratégique. Parce que comment le secteur sera stratégique alors que les personnels, des fois même, ils se battent pour bénéficier des maigres primes liées au crédit carbone et tout, qui sont eux-mêmes en train de générer. Bien sûr, c'est le service de l'État qui est en train de suivre tout cela. Vous comprenez que je me dis, ces personnels, en principe, devaient avoir un statut spécial par rapport à ce qu'ils peuvent rapporter comme ressources à l'État. Moi, je vous informe qu'aujourd'hui, je prends un exemple simple. Si vous prenez, parce que dans la forêt, il y a la viande. Ça, vous le savez. La forêt, c'est pas seulement l'arbre là que vous voyez, non. La forêt, il y a la viande, il y a les maïebo, il y a les mbinzo, il y a tout ça. Il y a même tout ce qu'on appelle ankoro, ngadiadia, tout réseau, tout ce que les gens vendent là. C'est toujours dans la forêt. Donc, il y a moyen de valoriser toutes ces ressources et ça peut nous produire de la richesse. En passant, je veux vous informer que si vous prenez 1 kilo de viande boucanée, 1 kilo de viande est à un prix plus élevé qu'1 kilo de cuivre. Oui, 1 kilo de viande est plus cher qu'1 kilo de cuivre. Donc vous comprenez que seulement avec la ressource forestière, avec le secteur forêt, nous pouvons nous développer. Mais si on ne se développe pas, parce que nous ne savons pas comment on peut gérer cela, comment on peut organiser la gouvernance du secteur forêt. Et moi j'insiste, je me dis non, ça c'est une question hautement stratégique, on ne peut pas traiter ça avec légèreté. Sinon, imaginez-vous un jour, la ministre va se retrouver au niveau international, il est en train de présenter les aberrations qui sont dans la politique, on va se moquer d'elle. Parce qu'on peut poser la question, Madame l'Excellence, dites-nous, la Banque mondiale, les fonds monétaires, toutes les autres institutions financières lui posent la question, dites-nous, il faut qu'on mette combien d'argent à votre disposition pour mettre en pratique la politique forestière là. Elle va donner quelle réponse? Il n'y a aucun chiffre. Il n'y a même pas les chiffres 5, même les chiffres 0 dans ces documents-là. Il va donner quelle réponse? Elle n'a pas de réponse. Hein? Si on vous posait la question aujourd'hui, madame, quelle diplomatie tu vas développer pour qu'aujourd'hui tu puisses vendre la RDC et tout ça? Il n'y en a pas. En tout cas, la RDC est présente dans tous les grands forums, en tout cas la majorité des forums internationaux pour parler de l'environnement. Cette politique est notamment dirigée par le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, qui est un peu dans cette politique parce que c'est lui l'auteur des pays solutions en quelque sorte. Bon, donc il y a beaucoup de choses à dire là-bas et nous on poursuit notre entretien notamment avec la problématique de la prise en charge de la communauté, de communautés locales qui vivent justement aux côtés de ces forêts. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec cette politique nationale, cet aspect a été suffisamment exploité? Non. Parce que les gens parlent des communautés locales, peuple autochtone, peuple pygmée. C'est un peuple que nous devons respecter, nous devons faire en sorte qu'ils puissent bénéficier réellement des ressources pour lesquelles ils sont propriétaires. Mais ce que je vais vous dire est qu'on cite, parce qu'il y a la différence, ça je vais vous dire, mais c'est les journalistes, il y a la différence entre citer les concepts
et montrer comment vous allez faire pour que réellement les communautés locales puissent en bénéficier. Là, ça ne se trouve pas dans les documents. Mais citer les concepts, oui. Donc, je peux revenir en vous expliquant, même lorsqu'on dit amélioration du cadre institutionnel, ça c'est un mot qu'on a cité. Mais quel est le contenu qu'on donne à ça? Parce qu'en France, on peut dire amélioration du cadre institutionnel. En RDC aussi, on dit amélioration du cadre institutionnel. Mais le contenu de la France ou du Maroc ne sera pas la même chose que le contenu de la RDC. C'est ça le problème. Parce que les gens vont vous dire, on a cité. Ce qu'ils ont fait, ils ont cité les intentions. Mais les intentions là n'ont pas de contenu. Donc bref, ça veut dire, ça ne veut rien dire concrètement. Oui. Mais dans notre temps, la RDC a ambition de développer une politique verte et d'accéder davantage au financement climatique. Est-ce que là aussi, vous avez à dire quelque chose dans cette nouvelle politique nationale forestière? Oui, là aussi, je vais dire quelque chose. Les Congolais ont un problème. En principe, la politique, c'est... Voilà pourquoi j'insiste. La politique, c'est comme la constitution pour le secteur forêt. C'est la constitution pour nous, en fait. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'à l'RDC, il y a des arrêtés concernant les marchés carbone, le climat et tout, qui précèdent même cette politique. C'est une aberration. Voilà pourquoi on pouvait profiter de cette occasion pour intégrer tous ces éléments, les grandes lignes de tous ces éléments dans notre document de politique. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a un mois ou 2 semaines ici, il y a la loi sur les marchés carbone qui a été déposée. Bien sûr, parce que vous m'avez posé la question concernant cette loi. C'est une très bonne initiative, ça je vais le dire, c'est une très bonne initiative. Malheureusement, ça vient avant la politique, ça vient avant la politique, ça devait être après la politique, mais l'initiative est louable. Félicitations à Madame la Ministre. Je voulais aussi dire un mot par rapport à ça en disant, pour ceux qui disent arrêtez, non. On doit réglementer ce secteur, parce que le secteur, s'il n'est pas réglementé, ça a plus de conséquences que si c'était réglementé. Mais néanmoins, avant d'adopter cette loi-là, il faut qu'on fasse des amendements. Toujours les mêmes problèmes. Si vous me posez la question, quel est le principal amendement, je vais vous dire, par exemple, dans ces documents, lorsqu'on parle de l'adoption, on parle des traités internationaux et tout ça. Ça va? Et là, on met ça à la responsabilité de la ministre. Je ne dis pas le ministre comme nommément cité, non. On met ça c'est la ministre qui signe des traités internationaux. C'est qui est une aberration, parce que les questions les plus sensibles comme ça devait être l'Assemblée nationale. Vous voyez? Les aberrations comme ça devaient être corrigées. Je vous donne un autre exemple par rapport à la répartition même des bénéfices. Nulle part on voit comment ces bénéfices-là, elle parle des répartitions par rapport aux investisseurs et même par rapport à l'État. Mais les agents qui produisent ces crédits carbone, là, gagnent quoi dans ça? Et ça va, qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura des pneus qui seront brûlés. Vous avez vu, on a arrêté même les agents du ministère, arrêté même les agents de l'État. Ils se retrouvent dans des cachots. Donc tout ça, c'est un problème. Donc par rapport à cette loi, je profite de l'occasion pour dire, mais j'ai déjà donné à son excellence. Ça, je lui ai déjà envoyé des amendements qu'il faut à tout prix intégrer. Oui, alors, vous revenez sur ça, vous revenez notamment sur la place que doit occuper, par exemple, les investisseurs. Aujourd'hui, une politique nationale mal ficelée pourrait avoir comme conséquence, notamment du côté des investisseurs, à quel niveau? Comment expliqueriez-vous ça à ces dangers qui pourraient guetter la RDC en cas de non-ficelage de sa politique nationale en termes d'investissement dans les secteurs de l'environnement et de la forêt particulièrement? Oui, ça posera problème. D'abord, premier point, je vais parler de l'alignement de cette politique par rapport aux différents accords internationaux. Ça pose déjà problème. Et si les documents il n'y a pas d'alignement par rapport aux différents accords, conventions internationales, la RDC a ratifié, qu'est-ce qu'il va faire? Les différents partenaires seront sceptiques. Parce que vous savez que les partenaires aiment toujours investir dans un milieu calme où il y a la sécurité, un climat d'affaires amélioré. Mais là-dedans, je ne vois pas que ces documents-là améliorent le climat d'affaires. Il n'y en a pas là-dedans. Parce que, messieurs les journalistes, je pense que vous avez compris qu'un document de politique n'est pas une blague. Cela traduit tout un tout, mais en quelques mots. Même les climats d'affaires, on doit améliorer. Mais si vous regardez dans ce document, on ne fait pas allusion même à l'entrepreneuriat même.
on ne fait pas allusion à tout ça. Alors, on est en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien avec le professeur Augustin Ngueye, qui est docteur, 2 fois docteur, notamment les secteurs de l'environnement. Il est spécialiste expert en biomasse énergie. Professeur, vous parlez, beaucoup de gens peut-être pourront penser que vous faites de la critique de la politique publique. Aujourd'hui, quel est le véritable objectif de votre démarche, l'objectif concret que vous poursuivez en initiant ces mémorandums, et qu'est-ce que vous attendez à obtenir, pas comme individu, pas comme professeur Ngueye, mais pour les pays? En fait, je vais parler de l'objectif. D'abord, je parle de la motivation. En fait, moi-même qui vous parle, vous avez vu, j'ai écrit là-bas, ce sont des cours que j'enseigne à l'université. J'enseigne des cours par rapport à la politique agricole, politique forestière. J'enseigne tous ces différents cours. Et j'ai reçu des questions de mes étudiants qui m'ont dit, mais professeur, vous êtes présent, vous êtes à Kinshasa, mais c'est que vous nous apprenez, c'est que la théorie nous dit, apparemment, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais lorsqu'on dit politique forestière, ça doit répondre à 5 questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez devenir? Comment vous allez le devenir? Quelles sont les ressources que vous allez utiliser? Quels sont les différents acteurs même qui vont intervenir dans les... Là, on n'a fait pas allusion à toutes ces questions-là. Alors voilà, je me suis dit, mais on dit, mais professeur, cela peut avoir des conséquences pour des générations futures. Et c'est dans ce cadre-là, je me suis dit, non, on doit aider les pays. En tant que scientifique, on ne peut pas laisser une situation passer. Nous savons que cette situation aura des conséquences, pas même à long terme, à court terme. On dit, sauvons les pays, contribuons à sauver ces pays. Vous voyez? Et concrètement, ce que je me dis, si nous laissons, comme je vous avais dit avant, si nous laissons ces documents, il y aura un scandale. Scandale au niveau même international. Vous dites que la RDC participe à des forums et tout, mais la RDC participe pour amener quoi? Pour amener quoi? Rien. Il y a eu les COP, ceci, COP, cela, nous participons dans toutes ces conventions. Mais qu'est-ce que nous amenons pour les pays? Qu'est-ce que nous les apportons? Et c'était une occasion aujourd'hui pour qu'ils puissent amener, dire, à partir d'aujourd'hui, la RDC a amené un document de gouvernance des secteurs forêts. Voici ce que nous vous amenons. Pour que les autres aussi puissent nous copier. On a créé. Oui, il y a beaucoup à dire autour de ça. Votre document, il est étoffé. Il y a beaucoup à dire autour de ça. Mais pour ceux qui nous suivent, il faut retenir pour le professeur qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui et les recommandations principales que vous estimez être vraiment indispensables si jamais on ne prenait pas tout, mais ne fût-ce que on ne prenait pas tout, mais surtout ne faut jamais se passer de celle-là. Oui, ce que je peux dire aujourd'hui, que les gens doivent retenir et que les gouvernements, comme politique, a fait des avancées significatives par rapport à la prise en main de la gouvernance du secteur forêt. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ces documents-là doivent être impérativement amendés. Parce que la direction qu'ils ont prise, c'est la direction du chaos sur le plan technique. Et maintenant, comme le code forestier n'est pas encore élaboré, qui voit dans quelle mesure ils peuvent récupérer les fiscs et les codes forestiers. Mais le danger peut être du fait que si on récupère les codes forestiers, à la fin, ils doivent rentrer quand même dans la politique pour essayer un peu d'amender. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut amender à tout prix? C'est ça, c'est tout dans nos mémos. En fait, concernant les diagnostics doit être très bien fait. Et corriger les diagnostics, c'est très facile. Ils doivent faire un arbre à problème, un arbre à solution et tout. Dégager les problèmes fondamentaux, pas les conséquences. Parce que là, ils sont en train de travailler sur les conséquences, donc ils ont dévié les diagnostics. Et à part ça, vérifier la cohérence entre les différents les éléments de la politique, voir comment ils peuvent intégrer concrètement dans tout ce qu'ils mettent là-bas comme axe, ils voient comment expliquer comment on peut les matérialiser. Il faut un plan de mise en œuvre le plus rapidement possible, il faut un plan de financement et puis il faut un plan de suivi et évaluation. Je peux ajouter un autre point, c'est la gestion des risques. Un document qui n'a pas l'aspect de gestion des risques, c'est un document dangereux. Parce que vous travaillez par rapport au présent. Or, la société, l'environnement et tout est dynamique. S'il y a certains éléments qui changent, ça peut poser problème. Et voir comment on peut régler les problèmes des personnels. Ça, c'est capital. La répartition de tous les bénéfices du secteur forêt, voir comment ils peuvent être bénéficiaires. Ces gens-là sont pour la plupart des NI. La majorité ne sont même pas payés. Vous allez demander aux fonctionnaires impayés de lire même cette politique. Ça va poser de sérieux problèmes. Et nous devons acter ça dans nos différents documents de gouvernance forestière. Et vous êtes optimiste qu'aujourd'hui, au stade actuel, il est encore possible de modifier cela, d'amender et de pouvoir finalement intégrer ces amendements? Mais c'est les journalistes, si c'est pour l'homme, si c'est pour améliorer les secteurs forêts, si ce n'est pas pour aller droit au mur,
Je pense qu'il n'y a aucun inconvénient. Parce que c'est seulement entre nous les Congolais, c'est pas avec les étrangers. Il n'y a aucun inconvénient de voir, non. C'est qu'on est en train de nous interpeller. On risque d'aller se faire humilier au niveau international là-bas. Il faut amender. Amender, c'est seulement écrire. Et moi, je suis disponible pour les aider. Mais je ne dis pas qu'il faut prendre seulement moi. Non. Il y a d'autres chercheurs qui peuvent prendre, mais j'insiste. Cette fois-ci, il faut prendre des spécialistes réels dans les domaines. Parce que ce qui est vrai, si vous regardez la composition, si je vais être strict, des personnes qui ont écrit ces documents, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas 5% de spécialistes dans les domaines. Allez prendre des spécialistes dans les universités, ils vont vous aider à corriger tous ces éléments-là. Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ces secteurs, notamment dans l'élaboration de cette politique. Allons graduellement et puis rapidement, qu'est-ce que, par exemple, le Parlement va devoir faire pour effectivement satisfaire votre démarche? Oui, concernant ma lettre, la première intention c'était d'adresser au Parlement, mais ma revendication n'est pas liée à moi seul. J'ai toute une équipe derrière moi, donc je ne fais pas le travail seul. J'ai même des conseillers juridiques qui sont là, qui sont en train de voir mes actions et tout. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit non, il ne faut pas écrire directement à l'Assemblée, parce que le document des politiques, c'est un document gouvernemental, c'est au niveau du gouvernement. Et c'est les documents qui vont aller tout droit à l'Assemblée, c'est les documents des codes, c'est les codes. À l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, il faut écrire au ministre, parce que c'est elle plutôt, qui décide de tout, c'est elle les responsables du ministère. Elle peut voir dans quelle mesure elle peut récupérer d'abord les codes, parce que c'est récupérable, ils sont descendus en consultation maintenant dans les différentes provinces. Voir comment ils peuvent récupérer les codes, parce qu'il faut à tout prix récupérer, c'est une obligation. Et puis à la limite, ils peuvent voir au niveau du gouvernement comment ils vont améliorer. Et l'Assemblée, je les ai réservé copie, l'Assemblée, le Sénat, le chef de l'État lui-même, parce que c'est lui-même qui est au sommet de tout, le chef de l'État, même à la première ministre aussi du gouvernement, je lui ai réservé copie. Et maintenant, la démarche suivante, je vais demander l'audience pour les voir, si possible, et s'ils vont accepter, et leur expliquer les dangers que nous courons en trimballant ce genre de documents. Alors, pour terminer cet entretien, je remercie que vous lanciez un message notamment aux décideurs politiques, aux acteurs du secteur forestier, et à la société civile, les organismes internationaux, en tout cas les partenaires techniques et financiers du gouvernement dans ce secteur de l'environnement, et pourquoi pas aux communautés locales qui sont directement concernées par la gestion forestière. Oui, moi ce que je peux dire est que les différentes parties prenantes nous fassent confiance, parce que contrairement à la façon dont les documents s'élaborent souvent en catimini, non. Moi j'ouvre les débats, tous les différents éléments que moi je les propose, je suis prêt à les défendre pour montrer comment, je commence d'abord par la communauté locale, peuple autochtone et tout, comment la communauté locale peut être cette fois-ci, au moins cette fois-ci, sauvée. Au moins voir, mettre en place des mécanismes qui seront traduits même dans les codes forestiers pour voir comment on peut faire en sorte que les consentements des peuples autochtones soient un consentement obligatoire et contraignant avant le début de tout projet. Donc ils vont bénéficier réellement de ceux qui doivent bénéficier. Concernant les politiques, en commençant d'abord, si vous me permettez, par lui-même les chefs de l'État, en commençant d'abord par lui-même les chefs de l'État, de voir comment il peut mettre d'autres spécialistes. Il a beaucoup de conseillers en environnement et tout, et leur demander de lire ces documents et de lui donner des analyses, ainsi que les membres du gouvernement et à la première ministre, à l'Assemblée, comment ils peuvent interpeller les différentes parties pour voir dans quelle mesure ces documents, c'est un document du pays. Ok, à la société civile, ce que je peux demander est que la société civile puisse se dépasser un peu. Le message que je leur lance, la qualité des documents ne dépend pas du nombre de personnes qui ont participé, non. Ça dépend de sa cohérence là-dedans. Parce qu'on peut être 1000 à participer, mais en réalité, il n'y a rien dans les documents que vous avez élaborés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question d'actualité, réponse courte. Aujourd'hui, la RDC et la ville de Kinshasa particulièrement connaît une situation exceptionnelle avec la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe force présidentielle pour l'assainissement de la ville. Quel commentaire un environnementaliste a donné par rapport à cette initiative? Moi, en fait, ce que je peux faire d'emblée, c'est d'abord de saluer l'initiative. Ce sont de bonnes intentions. Aujourd'hui, on voit les faits. Parce que moi-même, j'ai circulé ce matin, j'ai vu comment la ville est en train d'être assainie. Mais je me dis, on trouve une solution, mais les conséquences maintenant de cette solution, il y a des conséquences néfastes. Parce que les personnes, par exemple, qu'on a évacuées ou quoi, là, du marché central, imaginez-vous, il n'y avait que ça comme emploi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir?
La conséquence est que toutes ces personnes-là, on ne les a même pas comptabilisées, ils sont à combien, ils risquent de créer encore plus de problèmes que les problèmes qui étaient résolus. Parce qu'ils vont rentrer dans la communauté, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc ça pose des sérieux problèmes. En fait, on ne devait pas résoudre les problèmes de façon ponctuelle, mais on devait résoudre les problèmes de façon systémique. Parce qu'on est dans un écosystème. Tout élément, c'est une approche systémique. C'est-à-dire tout élément est en interaction avec l'autre. Si vous proposez une solution, il faut toujours voir dans quelle mesure atténuer les effets néfastes de cette solution-là par rapport aux autres aspects de la société. Et pour ça, je suis disponible pour proposer, toujours proposer, leur proposer un schéma de stratégie, pour ne pas dire des politiques, un schéma de stratégie, comment intégrer le travail des task force dans une stratégie globale. Parce qu'en principe, en les faisant, on devait aussi en tenir compte dans les plans, sur le plan institutionnel, même sur le plan juridique. Imaginons aujourd'hui, on arrête quelqu'un en train de jeter des sachets. Qu'est-ce que ces jeunes-là nous disent à la télé? Je n'ai pas encore vu ce qu'ils ont fait, mais ils nous disent nous allons fouetter, nous allons ceci. Est-ce que c'est le plan juridique si vous faites cela? Vous comprenez vous-même ce qui peut avoir comme conséquence. Est-ce qu'on va autoriser déjà commencer à chicoter tout le monde et tout? Donc bref, la planification doit être globale et intégrer les aspects juridiques, les aspects ceci et tous les autres aspects. Merci beaucoup, professeur Augustin Ngué. Et quoi vous êtes professeur d'université, docteur, 2 fois docteur, notamment en politique environnementale, donc expert plutôt dans les secteurs de biomasse, énergie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. C'est votre mot de la fin. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Restez branchés à nos programmes. À la prochaine.